Pour résumer rapidement l'action saoudienne en plus de 6 ans de conflit, on peut parler d'un échec, d'une défaite assez cuisante pour les Saoudiens et en réalité un échec pour le prince héritier, Mohammed Ben Salman, MBS lui-même, puisque c'est avant tout sa guerre. Hein. Il devient ministre de la Défense début 2015 et sa première grande action, ce sera justement cette offensive au Yémen, ces bombardements au Yémen, destinés à éliminer la menace, entre guillemets, Houthi, en quelques jours, en quelques semaines. Et bon, plus de 6 ans plus tard, les Houthis n'ont jamais été aussi forts et MBS doit aujourd'hui trouver une porte de sortie. Ce qui est intéressant à rappeler aussi, c'est que dans l'histoire récente des relations saoudo-yéménites, les Saoudiens ont toujours su mieux suggérer la paix que la guerre. C'est-à-dire qu'en temps de paix, les Saoudiens ont toujours, à travers justement les largesses aux chefs tribaux notamment, ils ont toujours réussi à maintenir une sorte de forme de stabilité qui leur était bénéfique au Yémen. Mais en temps de guerre, le bilan saoudien est quand même assez négatif. Hein. Dans la guerre de 1962, de 62 à 70, entre les royalistes et les républicains, rappelons que l'Arabie saoudite soutenait les royalistes et les républicains ont fini par l'emporter. Plus récemment, en 1994, au moment où les sudistes ont essayé de revenir un peu sur l'unification et reconstruire un État sud-yéménite indépendant, les Saoudiens les ont soutenus et ce sont les nordistes unionistes du président Saleh qui ont gagné. Et force est de constater que c'est encore le cas aujourd'hui. Les Saoudiens sont quand même du côté de la défaite d'un point de vue militaire. Et aujourd'hui, en réalité, la défaite saoudienne, bon, elle s'est faite au profit de leurs adversaires, c'est-à-dire des Houthis qui dominent à Sanaa et dont la présence à Sanaa dès 2014 a justifié l'intervention saoudienne, il faut le rappeler, et aussi au profit de leurs alliés, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, puisque au lieu de participer pleinement à cette coalition anti-Houthi, en réalité, les Émirats ont préféré mener une politique qui leur est propre, c'est-à-dire un soutien assez fort destiné aux séparatistes sudistes qui dominent aujourd'hui le sud et la région d'Aden. Donc, en somme, à Sanaa, les Houthis dominent, à Aden, les séparatistes sudistes dominent et les Saoudiens se retrouvent en réalité plutôt esselés, plutôt marginalisés. J'ai envie de dire que les Saoudiens ont eu un peu les mêmes réflexes et ont fait les mêmes erreurs que les Israéliens au Liban. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on a eu le même refus d'avoir une organisation armée de l'autre côté de la frontière. Mais l'action israélienne au Liban, depuis justement l'action contre le LP, a renforcé une résistance islamique menée par le Hezbollah, qui est en réalité plus forte que les précédentes. Et les Saoudiens au Yémen ont eu le même réflexe. Ils ne voulaient pas d'une résistance armée ou d'un groupe armé de l'autre côté de la frontière, mais leur action a transformé en réalité un groupe rebelle dont le rôle était plutôt circonscrit au début, en une force nationale et en une résistance maintenant qui représente une bonne partie de la population yéménite, surtout au nord. La situation sur place, on pourrait la résumer sous deux angles. Alors l'angle militaire et l'angle diplomatique ou politico-diplomatique. D'un point de vue militaire, bon, aujourd'hui, comme je le disais, les Saoudiens voient bien que sur le sol yéménite, il y a d'un côté les Houthis qui dominent au nord, de l'autre les séparatistes au sud. Depuis quelques mois, depuis maintenant plus d'un an en réalité, ils essayent de ramener les sudistes dans le camp loyaliste pour créer un front commun anti-Houthi, mais ça n'a pas marché et en réalité, il y a une certaine méfiance des séparatistes et de leurs alliés émiriens à l'égard des frères musulmans du parti Al-Islah au Yémen, qui sont aujourd'hui finalement presque les derniers à combattre réellement au nom du président Hadi et du camp loyaliste. Donc ça n'a pas marché et l'échec face aux Houthis est d'autant plus grand que le territoire saoudien est régulièrement menacé.
est de plus en plus menacée en réalité. Ce qui pousse évidemment les Saoudiens à réclamer aujourd'hui un cessez-le-feu. Alors pour résumer, sur le plan militaire, aujourd'hui, la dernière bataille se fait dans la région de Mareb. Donc c'est une région centrale entre le nord et le sud, riche en pétrole et en gaz, que les Houthis veulent prendre au camp loyaliste, c'est-à-dire en réalité aux combattants d'Al-Islah, c'est-à-dire les frères musulmans yéménites essentiellement, soutenus par l'aviation saoudienne. Donc militairement, on en est là. Les Houthis viennent d'atteindre le grand camp de réfugiés de Mareb. Aujourd'hui, on a une bataille d'image sur la question des droits de l'homme. Pour les Houthis, les islamistes d'Al-Islah utilisent les réfugiés comme bouclier humain. Pour Al-Islah et les Saoudiens, les Houthis n'hésitent pas à attaquer les civils. Donc on en est là aujourd'hui d'un point de vue militaire. Et la bataille de Mareb est d'autant plus décisive que si les Houthis prennent cette région, le camp loyaliste n'aura plus rien et la défaite du camp loyaliste sera totale. Le Yémen sera vraiment dirigé par une force Houthi au nord qui avance un peu vers le sud, qui est soutenue par l'Iran, et une force séparatiste au sud qui est soutenue par les Émirats. Voilà un peu pour résumer. D'un point de vue diplomatique, eh ben, on a une confrontation qu'on pourrait résumer ainsi. Les Saoudiens réclament un cessez-le-feu tout de suite. Ils veulent évidemment que les Houthis, ils sont soutenus en cela par les diplomaties, notamment américaines et britanniques, ils veulent que les Houthis arrêtent d'avancer à Mareb et arrêtent d'attaquer le sol saoudien. Et ensuite, on verra pour l'ouverture pour la fin du blocus aérien et maritime, parce que la guerre saoudienne contre le Yémen, ce sont des bombardements, mais aussi un blocus aérien et maritime qui est responsable d'une famine assez inédite, quand même, il faut le rappeler. Pour les Houthis, ça ne peut pas marcher comme ça. Pour les Houthis, la fin du blocus, c'est un préalable et ça ne peut pas être conditionné dans la mesure où c'est justement, comme le rappellent les responsables diplomatiques des Houthis, c'est là encore une affaire de droits de l'homme et ça ne se négocie pas. Ils sont prêts à poursuivre justement la guerre jusqu'à ce que les Saoudiens cèdent sur cette affaire de blocus aérien et maritime. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Une bataille décisive à Mareb entre les frères musulmans d'Al-Islah soutenu par les Saoudiens au nom du camp loyaliste et les Houthis qui avancent et qui peuvent prendre cette province. Et sur le plan diplomatique, une sorte de dialogue de sourds. Certains veulent un cessez-le-feu immédiat, les autres réclament d'abord l'arrêt du blocus maritime et aérien. Alors, en fait, depuis quelque temps et avec l'admission perceptible, notamment, je pense, par les Émirats, qui ne veulent pas trop faire la guerre aux Houthis parce qu'ils ne veulent pas d'un conflit avec l'Iran et qui, en réalité, leurs alliés, comme leurs alliés séparatistes, préfèrent davantage combattre en réalité les frères musulmans d'Al-Islah plutôt que les Houthis. C'est l'argument des Émirats depuis quelques années. On ne fait pas la guerre aux Houthis, on fait la guerre aux loyalistes. Et quand les Saoudiens s'en plaignent, ils leur disent, en gros, ce sont des terroristes, parce que de toutes les manières, ils intègrent les frères musulmans ou des islamistes d'une manière ou d'une autre. Donc, évidemment, pour les Saoudiens, la défaite est presque admise, puisque leurs alliés ne veulent pas se battre avec eux et leurs ennemis sont plus forts que jamais. Et à moyen terme ou à long terme, on peut craindre évidemment un conflit gelé. Pourquoi un conflit gelé? Parce que c'est un peu la situation finalement dans laquelle se trouvait le Yémen avant le conflit actuel, dans la mesure où ceux qu'on appelle les grands perdants de l'histoire du Yémen, c'est-à-dire ceux qui ont perdu dans la guerre de 62-70, c'est-à-dire les royalistes de l'imama zaïdite que représentent indirectement aujourd'hui les Houthis, et ceux qui ont perdu la guerre de 94, c'est-à-dire les séparatistes sudistes, sont aujourd'hui en position de force et ont attendu la première occasion pour prendre finalement le revanche sur cette histoire qui s'est faite contre eux. Donc on pourrait craindre demain évidemment la même chose. À plus court terme, la question qui se pose évidemment, c'est la question aussi
les relations entre les islamistes d'Al-Islah, ceux qui restent des frères musulmans au Yémen, et les Saoudiens. Il faut savoir que partout dans le monde arabe, les Saoudiens luttent contre les frères musulmans et qu'ils sont obligés de les soutenir au Yémen parce que ce sont leurs derniers alliés, leurs derniers alliés, notamment sur le plan militaire. Donc, le risque d'un lâchage, justement, de ces islamistes est bien là. Et là encore, on pourrait aussi craindre que les islamistes deviennent demain les perdants de l'histoire. Ça, ce sont finalement des éléments qui nourrissent l'hypothèse du conflit gelé. Mais parallèlement, pour finir sur une note un peu plus positive, quand ils sont à l'abri des influences extérieures, quand ils sont à l'abri de l'influence saoudienne ou de l'influence émirienne, bah, les acteurs yéménites dialoguent très bien entre eux. On l'a vu après le soulèvement de 2011-2012, il y a eu un grand dialogue national. Dans le cadre de ce grand dialogue national, eh ben, tous les acteurs yéménites étaient bien là, les Houthis comme les séparatistes. On avait à l'époque évoqué une option d'un Yémen fédéral, qui était à l'époque rejetée par les Houthis parce qu'ils n'avaient pas une région suffisamment importante et la côte leur était inaccessible. Mais ça peut se faire, c'est-à-dire que les Yéménites entre eux sont très capables de discuter et ils l'ont déjà montré par le passé. Ensuite, la question qui se pose aussi, c'est la question du Yémen du Sud. Est-ce qu'on va se diriger vers une nouvelle séparation? Est-ce qu'on va leur proposer un système fédéral ou confédéral? Le système fédéral ne leur convient pas. Un système confédéral, ça peut donner une sorte d'illusion d'indépendance à travers une autonomie totale. Toutes ces options sont là. Et malgré ce que j'ai dit sur la nécessité quand même d'un dialogue d'abord entre Yéménites, il faut bien savoir que ce genre de solution passe par justement des influences extérieures malgré tout, puisque pour faire accepter aux sudistes une solution, par exemple fédérale ou confédérale, bah, il faudra quand même l'influence des Émiriens qui les parrainent et qui les financent aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui dans le conflit yéménite.